L'entrée en fonction de Ronald Reagan, en janvier 1981, est marquée par la volonté politique de restaurer la puissance américaine. L'affrontement Est-Ouest est alors à un niveau d'intensité rarement atteint depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois de plus, le pétrole, mais aussi le gaz, vont être les armes décisives dans la partie de bras de fer qui va opposer les deux grands. L'Union soviétique va en faire les frais. Ce qui préoccupe Ronald Reagan, c'est le projet de construction d'un gazoduc qui doit alimenter l'Europe en gaz soviétique. Les Européens sont sur le point de le cofinancer. Lors de sa première rencontre avec les chefs d'État européens à Ottawa, Ronald Reagan leur demande de surseoir à ce projet. Schmitt refuse, François Mitterrand temporise. Selon mes calculs de l'époque, si le pipeline transsibérien, qui devait alimenter l'Europe, avait été financé et construit, la dépendance des pays de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis du gaz soviétique aurait augmenté d'environ 65%. Pour l'Autriche, une partie de l'Allemagne et plusieurs autres pays, la dépendance aurait été de 100%. Donc, sur l'ensemble de l'Europe, on parlait de 65%, ce qui représentait à mes yeux une carte maîtresse pour Moscou. Les Russes auraient pu utiliser ce moyen de pression en cas de regain de tension ou en profiter juste pour gêner l'OTAN, s'ils l'avaient jugé utile. La proclamation en 1981 de l'état de guerre en Pologne radicalise les deux camps et renforce l'intransigeance de Reagan. Our sanctions against the military dictatorship that has attempted to crush human rights in Poland and against the Soviet regime behind that military dictatorship clearly demonstrated to the world that America will not conduct business as usual with the forces of oppression. Les Européens se désolidarisent des États-Unis. Ils ont besoin du gaz soviétique pour faire tourner leur économie. En 1981, nous avions été appelés à décider à l'échelle européenne à décréter un embargo face à l'Union soviétique à cause de l'état de guerre décrété en Pologne, à l'époque contre Solidarność. Et j'étais témoin à l'époque à Bruxelles, où nous sommes partis dans les discussions sur une longue liste, je dirais magnifique presque, d'embargo, et qui a été réduit par les uns et par les autres, par tous les acteurs européens, où chacun enlevait de cette liste les matières sensibles pour lui, en faveur de lui, desquelles il pensait qu'il fallait garder certaines ouvertures face à l'Union soviétique. Et ce qui est marrant, nous avons décidé finalement une liste qui était beaucoup plus réduite à la liste initiale proposée par la Commission. Washington poursuit son offensive. L'équipe de Reagan s'intéresse aux travaux de Roger Robinson, alors jeune banquier proche de David Rockefeller, qui travaille sur l'économie et les finances soviétiques. Il est convoqué à la Maison-Blanche. C'est lui qui trouve la faille et élabore la stratégie qui va provoquer l'effondrement de l'Union soviétique. L'URSS, en ce temps-là, avait un revenu annuel de devises étrangères de tout juste 32 milliards de dollars par an. Si vous réfléchissez un peu, cela représente environ un tiers des revenus annuels de General Motors ou d'Exxon à la même époque. Un tiers du chiffre d'affaires d'une grande compagnie américaine. Et de l'autre côté, avec cette même somme d'argent, il régnait sur un empire qui s'étendait de la Havane à Hanoï. Je suis allé à la Maison-Blanche et le juge Clark m'a posé une question toute simple. Il m'a demandé « Que feriez-vous si vous travailliez ici ?» Et j'ai dit « Eh bien, je suis ravi que vous me posiez cette question parce que justement, j'ai un plan. » Et je lui expliquais comment limiter la dépendance de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis du gaz soviétique quand les lignes de crédit nécessaires à la construction de ce pipeline, en resserrant les contrôles technologiques, tout cela pour essayer de faire baisser le prix du pétrole. Parce que, à ce moment-là, chaque fois que le prix du baril de pétrole chutait d'$1,
l'URSS perdait entre un demi-milliard et $1 milliard de bénéfices. En clair, j'ai dit au président, si on compare ce que son vaste empire coûte à l'URSS, c'est-à-dire entre 15 et 17 milliards de dollars par an, et là je ne parle que des devises étrangères, pas du budget total. Donc, si on compare à ce que l'URSS emprunte par an, on retrouve à peu près la même somme. On peut donc en déduire qu'en réalité, les gouvernements de l'Ouest et les banques financent annuellement 100% du coût de ces pays satellites. Et je ne lui ai pas dit 10%, 100%. Ce constat fut le point de départ de discussions qui ont duré à peu près un mois. Le président a alors clairement exprimé à son conseiller de la sécurité nationale, Bill Clark, sa volonté de poursuivre ce plan secret en bloquant les devises étrangères finançant l'Union soviétique. Et je me souviens encore de sa sortie à l'époque. Ce n'est peut-être pas exactement ce qu'il a dit mot pour mot, mais c'était quelque chose du genre « Je me fiche de comment vous y arrivez, mais faites-le ». La tension Est-Ouest est exacerbée par l'installation des missiles américains Pershing en Europe face aux SS-20 soviétiques disposés en Allemagne de l'Est. Reagan prend la décision d'imposer un embargo total sur le projet de gazoduc soviétique. Eh bien, une fois tout le monde assis autour de la table, il y a eu un long silence. Le président a déclaré « OK. Les Soviétiques peuvent bien avoir leur fichu pipeline. » Dans la salle, il y a eu un soupir de soulagement. Cette folie de vouloir empêcher le pipeline de Sibérie de fonctionner à plein régime était terminée. Et nous pouvions enfin renouer avec nos alliances financières en toute tranquillité. Et on a pu entendre tout le monde, enfin la plupart des gens, pousser un soupir de soulagement. Puis le président a repris la parole, il a tapé du poing sur la table et il a dit « Mais pas avec du matériel américain, pas avec la technologie américaine. » Toute la salle était sous le choc. Et Bill Clark a dit « Le président vient de décider. » C'est un régime à l'agonie, affaibli, qui doit faire face à l'offensive américaine. Brejnev meurt en 1982, après 17 années de pouvoir. Yuri Andropov, son successeur, disparaît en 1984. Konstantin Tchernyenko, désigné pour lui succéder, meurt en 1985. Gorbatchev arrive au pouvoir, a ouvert un nouveau front. En effet, dès 1984, Reagan a demandé à son ami William, directeur de la CIA, de négocier dans le plus grand secret avec les dirigeants saoudiens. Au terme de longues et difficiles négociations, un accord est enfin conclu en 1985 lors de la première visite d'État du roi Fahd à Washington. Comment agissait Reagan? Il a convaincu le roi d'Arabie Saoudite de mettre plus de pétrole sur le marché pour faire baisser les prix. Ainsi, notre principale source de devises a-t-elle chuté des 2/3. C'est tout. Non, on travaillait pour caser, c'était ça le plan. Faire tomber l'Union soviétique en incitant tout bonnement les Saoudiens à la surproduction. Regardez la production d'un grand gisement comme Ghawar. Ils ont inondé le marché avec leur pétrole, en sapant l'économie soviétique, parce que l'économie soviétique était artificielle. Elle dépendait du pétrole, elle dépendait de la vente d'un pétrole relativement cher. C'est nous qui avons mis à genoux l'économie soviétique. L'Arabie Saoudite a joué un rôle déterminant. Au même moment, il y avait une guerre en Afghanistan qui pompait la trésorerie soviétique et faisait aussi baisser le prix du pétrole. Et tout ce pétrole bon marché a permis de gonfler l'économie américaine sous Reagan.
C'est avec Reagan que l'économie est repartie. Crédit à taux bas, argent pas cher. Kazay et Reagan étaient associés. Et puis il y avait toutes sortes d'actions secrètes que nous menions depuis l'Arabie Saoudite. C'était l'union parfaite pour tous les néoconservateurs. La situation est devenue extrême lorsque notre monnaie a perdu les 2/3 de sa valeur à cause de la chute des cours du pétrole. J'ai été obligé de prendre des risques dans cette situation. Nous avons dû puiser dans nos réserves d'or et de devises. Un montant si élevé qu'à la fin, nous avons tout dépensé.